Thank you, everyone, for coming. Merci à tout le monde d'être présent. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous allons démarrer rapidement, vu l'ordre du jour chargé. En bas de l'écran, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe pour sélectionner la langue de traduction de votre choix. Si vous voulez accéder au sous-titrage qui est en anglais uniquement, cliquez sur la transcription en direct a été activée. Les 3 points qui disent plus en bas, là, vous allez trouver Live Transcript. Et si vous avez des problèmes techniques, merci de contacter Sophia Bajne, qui s'occupe des affaires techniques aujourd'hui par le chat. Merci. Je suis honorée de vous accueillir à cet événement parallèle sur les recours et les réparations pour victimes de l'institutionnalisation. Je m'appelle Tina Minkowitz. Je suis présidente du Centre pour les droits humains des usagers et survivants de la psychiatrie et votre modératrice aujourd'hui. Le centre, que nous appelons en abrégé CRUSP, C-H-R-U-S-P, parraine cet événement en collaboration avec Transforming Communities for Inclusion, TCI, et la Fondation Validity. Nos panélistes aujourd'hui, que vous voyez à l'écran, sont Bhargavi Davar, directrice exécutive de Transforming Communities for Inclusion, Victor Lizama, de Red Orgullo Loco Mexico, Ega Orfelin, avocate, Anne Campbell, co-directrice exécutive de la Fondation Validity, et Steve Allen, co-directeur exécutif de la Fondation Validity pour le plaidoyer, et Lou Han, chargé de programme à Open Society Foundations. N'oubliez pas que si vous cliquez sur le globe en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner le canal de traduction de votre choix. Et je pense que Sophia a expliqué aussi comment obtenir donc le sous-titrage en anglais dans le chat. Mais si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un message par le chat à Sophia Bajne. Je vais commencer avec mon introduction à cet événement parallèle. Hier, dans le forum de la société civile, j'ai expliqué que le projet de ligne directrice du comité CDPH sur la désinstitutionnalisation adopte une approche de réparation dans le cadre de la désinstitutionnalisation en appelant à un mécanisme de réparation. Cela signifie que nous comprenons que l'institutionnalisation est une violation profonde et complexe des droits humains d'une personne. Cette violation comprend la détention arbitraire, la torture et d'autres mauvais traitements, le déni de la capacité juridique, le déni de la vie privée, le déni d'un niveau de vie adéquat, le déni du respect du droit de choisir son domicile et avoir une vie familiale et plus encore. La désinstitutionnalisation doit suivre un processus qui respecte les droits humains en mettant fin à ces violations, en changeant les cadres législatifs et politiques afin que ces violations ne se reproduisent pas et en travaillant avec les survivants de l'institutionnalisation pour réparer les préjudices qu'ils ont subis individuellement et collectivement. Aujourd'hui, nous allons explorer plus en profondeur le sujet des réparations avec nos panélistes éminents. Nous souhaitons que ces conversations soient le début d'un travail visant à concrétiser la transformation de nos sociétés afin qu'elles deviennent des environnements accueillants et non punitifs pour toutes les personnes handicapées où l'institutionnalisation serait inconcevable. J'aimerais expliquer brièvement l'obligation juridique qui incombe aux États de fournir des recours et des réparations aux victimes des violations des droits humains. En 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un ensemble de lignes directrices sur cette obligation que vous pouvez lire sur le lien fourni. Il y a
il y est indiqué que l'obligation de fournir des réparations est fondée sur les obligations que les États ont contractées pour respecter, faire respecter et mettre en œuvre le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Ces obligations figurent dans des traités comme la CDPH, dans le droit international coutumier et dans le droit interne de chaque pays. Zofia a mis justement le lien pour ce document dans le chat. Les formes de réparation reconnues dans ce document comprennent la satisfaction, qui comprend l'obligation de cesser les violations, ainsi que les garanties de non-répétition, la restitution, la réhabilitation et l'indemnisation. Le projet de ligne directrice du comité CDPH sur la désinstitutionnalisation traite de la manière dont ces formes de réparation s'appliquent aux survivants de l'institutionnalisation. Les survivants ont plaidé pour l'utilisation d'un cadre de réparation depuis de nombreuses années dans nos documents, événements parallèles, interventions et autres plaidoyers. Grâce à l'accent mis actuellement sur la désinstitutionnalisation, le public a été sensibilisé à la nécessité de mettre une fois pour toutes à ce régime intrinsèquement abusif. Je pense que les réparations nous offrent une perspective utile pour réfléchir à ce que nous voulons exiger de nos États et des personnes responsables et pour concrétiser la manière dont ces transformations devraient être réalisées. Je suis impatiente d'entendre la contribution de nos panélistes à une série de questions que je poserai. La première question que j'ai pour nos panélistes, en commençant par Bhargavi Davar, quelle est la signification des réparations pour l'institutionnalisation et les interventions forcées d'un point de vue personnel, politique et ou stratégique? Merci beaucoup, Tina, d'avoir aussi posé la question d'un point de vue personnel. En tant que jeune fille, j'ai vu incarcérer ma mère et la violence avec laquelle elle a été traitée dans les asiles psychiatriques de l'Inde. Et à l'âge de 5 ou 6 ans, j'avais vraiment beaucoup de questions par rapport à l'éthique, par rapport aux soins. Et récemment, on a vu dans le New Yorker une histoire concernant la psychiatre qui a soigné ma mère au début des années 1970. Elle était horrible. Elle était une sorcière, véritablement. Elle a dit que ma mère était la personne la plus horrible qu'il n'avait jamais vue. Il a aujourd'hui 89 ans, ce psychiatre, et ma mère est foutue pour toujours à son âge aujourd'hui à cause de ce médecin et d'autres. Franchement, j'avais pensé que lors de cet entretien, il allait s'excuser pour ces traitements, non seulement pour ma mère, mais pour tous les patients qu'il avait traités. Mais ce qu'il avait déclaré m'a complètement choquée. C'était incroyable. Aucune compréhension de la situation. J'ai été très blessée. J'étais féministe pendant des décennies contre la violence en raison du genre et comment nous pouvions chercher des réparations. Dans le système de santé mentale où il y a tant de violence, la politique au niveau national et international hésite à prendre des mesures contre cette violence. Cette violence n'est même pas reconnue parfois. Et c'est pour cela que j'estime que d'un point de vue militant et éthique, c'est notre obligation. Nous devons retrouver notre statut et notre dignité et nous battre pour avoir un soutien. Il y a des personnes qui se baladent dans ces institutions en uniforme avec parfois des outils pour faire conformer tout le monde. Les États doivent pour gérer ces systèmes, pour les surveiller. L'État doit pouvoir s'excuser, se réconcilier, car sinon, tant que les lois sur la santé mentale et l'incapacité juridique existent, il ne pourrait pas avoir de réconciliation.
Merci pour votre attention. Por esta amable invitación, a nombre de la Red Orgullo Loco y de su coordinadora Ilse Gutiérrez, les agradezco permitirnos participar. Yo diría que la Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je dirais que c'est un aspect important, mais seulement si nous sommes prêts à reconnaître les droits des personnes en situation de handicap, notamment en situation de handicap psychosocial, et les inclure dans la communauté. Malheureusement, la société a normalisé des formes de violence, non seulement dans les soins de santé mentale, mais tous les jours. Je veux dire, on ne veut pas avouer que certaines pratiques sont violentes, notamment dans les services de psychiatrie. Je peux vous dire, d'après mon propre expérience, parce que j'ai reçu un diagnostic psychiatrique et j'ai eu très peu de possibilités de suivre un projet de vie, de faire mes choix, vu le déséquilibre de pouvoir. Cependant, en tant que militant, j'ai quand même pu reconnaître cette situation générale pour beaucoup d'usagers de la santé mentale, pour ceux qui ont reçu un diagnostic, l'acceptent et reçoivent un traitement. Je vois quand même que cette violence a été vraiment normalisée, notamment dans le système de droit pénal. Il faudrait un engagement de toute la société entière afin de pouvoir nous remettre de ces impacts, des traumatismes. On ne peut pas accepter l'impunité. Il y a aussi des outils basés sur ces approches et au lieu de prendre une approche punitive, nous devons avoir des processus accessibles, abordables pour que ceux en situation de handicap ayant cette expérience de violence et de violation de leurs droits peuvent avoir un recours. Et enfin, je dirais que l'inclusion des personnes en situation de handicap psychosocial, ceux ayant été institutionnalisés, doit aussi être pris en compte afin que ces personnes puissent rejoindre la société, devenir citoyens à part entière et que nous puissions réparer les dégâts causés pour ces personnes. Merci. L'institutionnalisation et les interventions forcées sont néfastes à bien des égards. Être retiré de sa vie quotidienne, mis à l'écart de la société, enfermé dans une institution, peuvent être des expériences dévastatrices et dégradantes qui vous rendent impuissant aux mains des professionnels de la santé ou d'autres responsables. Une fois à l'intérieur de l'institution, les violations se poursuivent. Dans le cas d'interventions psychiatriques forcées, souvent accompagnées de l'administration forcée de drogues psychotropes, l'utilisation de moyens de contention, de l'isolement, surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la nudité forcée ou même des électrochocs non consentis, tout cela peut causer des blessures graves, des douleurs et des souffrances physiques et émotionnelles, une peur et un traumatisme profond. Après de telles violences, vous pouvez avoir l'impression que votre vie entière s'est effondrée, perte de vos relations, de votre emploi, de votre maison, de vos revenus et de votre sécurité. Il se peut que vous vivez dans la crainte de nouvelles atteintes, que vous soyez exclu de la société, que vous ne cherchiez même plus à vous faire soigner lorsque vous en avez besoin. Les réparations, le rétablissement de la liberté, de la vie, la réintégration dans la société et le rétablissement de la confiance sont donc de la plus haute importance. Comme le souligne le projet de directive sur la désinstitutionnalisation, les États parties doivent reconnaître l'institutionnalisation sous toutes ses formes comme une violation multiple des droits consacrés par la CDPH, nécessitant une réparation. Politiquement et stratégiquement, la réparation est importante pour promouvoir la justice, pour la torture et les mauvais traitements et autres violations flagrantes du droit international, des droits humains,
notamment par la sensibilisation aux violations, la divulgation de la vérité, la documentation et la reconnaissance des faits et l'acceptation de la responsabilité par l'État, ainsi que des sanctions contre les personnes responsables des violations. Tout cela peut ouvrir la voie à un véritable changement, à l'abrogation des lois autorisant ou contribuant aux violations et à la prévention des actes futurs. Bonjour tout le monde. Même si nous savons que l'association est une forme de violence vue de cette façon par la société occidentale avec un objectif. Il y a un appétit parmi les États. Il n'y a pas d'urgence pour éliminer les institutions et respecter les droits humains. Et en plus, étant donné la réalisation progressive de certaines de ces obligations, les États utilisent cette excuse pour continuer à traîner par rapport à ça, par rapport à l'idée de mettre fin à ces interventions forcées et l'institutionnalisation qui continue depuis plusieurs décennies. L'appel aux réparations nous permet de mettre en évidence l'urgence du besoin de changement. Il met en avant la nature flagrante et à grande échelle de ces violations. Il met en lumière la nature systémique des problèmes en sapant les arguments selon lesquels les violences des droits ou les violations des droits se limitent à des cas individuels de violence ou à des institutions spécifiques. Elle met en échec les tentatives d'expliquer les histoires de douleur et de souffrance des personnes comme des aberrations dans un système qui fonctionne par ailleurs. Le fait d'exiger des réparations souligne que la violence et les préjudices sont permanents, qui sont omniprésents aujourd'hui. Mettre l'accent sur les réparations présente un avantage stratégique dans la mesure où cela apporte le poids du cadre juridique international sur la réparation et les réparations à la discussion. Ce cadre comprend les obligations contraignantes et une jurisprudence richement développée que nous pouvons adapter à chaque situation. Merci. Merci beaucoup. C'est un vrai honneur et un privilège d'être parmi vous avec CRUSP et TCI à ce webinaire. Je voulais vous dire tout d'abord que je suis très touchée par toutes les expériences déjà partagées. C'est justement cela, toute l'approche des réparations, l'écoute, la reconnaissance des violations, de la violence et moi-même, en tant qu'enfant, ayant vu ma mère en institution et incarcérée pendant une vingtaine d'années et toutes ces violations qu'elle a subies. Et d'un point de vue politique et stratégique, une approche de réparation a un effet symbolique puissant qui a le potentiel de revigorer notre plaidoyer collectif dans la communauté des personnes handicapées. Alors que la négociation et l'adoption de la CDPH ont entraîné un changement de paradigme dans la reconnaissance de l'égalité des droits des personnes handicapées à la liberté, à l'intégrité personnelle, au choix et au contrôle, nous savons que les décideurs et l'industrie psychiatrique en particulier ont été lents à réagir et dans certains cas se défendent pour protéger les anciens modèles de coercition, de contrôle et d'incarcération. Dans les pays d'Europe et d'Afrique, nous avons constaté que les initiatives de réforme menées par les responsables de l'institutionnalisation et du traitement forcé mettent invariablement du côté les victimes de ces atrocités. Il n'est pas rare que les réformes de la législation sur la santé mentale soient dirigées par les industries de la psychiatrie ou des soins sociaux, ce qui revient à nier les expériences de ceux qui ont été confrontés à des restrictions sévères, qui changent souvent leur vie et qui non seulement causent d'immenses dommages et souffrances, mais sont aussi profondément traumatisants. Une approche de réparation confronte ce déséquilibre de pouvoir inhérent, centre le leadership des personnes les plus affectées et exige que la première étape soit que les responsables de la perpétration de ces préjugés commencent par accepter leurs responsabilités. Et plus encore, il faut honorer le leadership des personnes handicapées, non seulement en cherchant à réparer les préjudices individuels qui se produisent dans les hôpitaux psychiatriques, les institutions de soins sociaux ou ailleurs, mais aussi en reconnaissant que ces systèmes de contrôle humain ont endommagé notre tissu social. Elle invite les responsables à prendre leurs responsabilités et en tant que tels,
Une approche de réparation peut être un outil puissant pour confronter les déséquilibres de pouvoir inhérents qui nous ont empêchés de réaliser le changement de paradigme représenté par la Convention de l'ONU. Merci, Stephen. C'est un honneur pour moi également d'être parmi vous. Je suis ravie de vous voir et tous les amis et collègues qui participent à cette séance. Je pense que pour moi, ce cadre des réparations est important et c'est pratique, notamment parce que les alternatives ne marchent pas. Il faut se rappeler que la désinstitutionnalisation a eu lieu et qu'elle s'est faite à grande échelle, comme en Amérique du Nord dans les années 70 et 80. Mais aujourd'hui, cependant, l'histoire n'a pas été considérée comme faisant partie du mouvement des droits civiques, alors que c'était bien le cas. C'était principalement vu comme un processus administratif et une question de justice sociale, mais pas comme la réparation pour les personnes dans les institutions. Aujourd'hui, nous assistons également à un retour en arrière sur la désinstitutionnalisation, du moins aux États-Unis. De nombreuses personnes la considèrent comme une erreur et il devrait y avoir un débat politique. Les gens disent que la désinstitutionnalisation ne fonctionne pas. Les gens vivent maintenant dans la rue où les institutions sont plus petites. Ça va. Notre système de santé mentale est débordé. Les gens n'ont nulle part où aller. Mais lorsque nous traitons la désinstitutionnalisation comme une tâche administrative, l'accent est toujours mis sur les exécutants du processus et non sur les personnes elles-mêmes. Les personnes handicapées sont responsables des conséquences sociales plus larges d'une protection sociale inadéquate et de ce qui rend notre société rigide et intolérante au premier lieu. En faisant simplement passer une personne dans l'environnement institutionnel à la communauté, on peut changer toute la société. Et je pense que c'est cela la valeur de ce cadre des réparations et j'ai hâte de continuer ces discussions. Je pense que, comme disait Tina, ce n'est qu'une première conversation qui devait bien démarrer. Merci. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment une formidable série de réponses à cette première question d'un point de vue personnel, politique, et cela nous donne bien une compréhension de l'urgence de faire face à les effets néfastes de l'institutionnalisation et de dire jamais plus. La deuxième question est comment voyez-vous le rôle et la responsabilité de l'État dans les réparations par rapport au rôle des initiatives des associations du terrain et du travail des ONG? Et je vais demander à Hege de répondre d'abord, suivi par d'autres participants. Merci, Tina. Je commencerai par dire que les réparations ont une signification juridique, particulièrement dans laquelle la reconnaissance des actes répréhensibles et la réparation du préjudice des victimes sont centrales. Ces réparations comprennent 5 formes de réparation, comme tu l'as dit, la restitution, l'indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction, y compris la cessation des violences et les garanties de non-répétition. Toutes ces formes sont d'une grande importance pour les victimes d'institutionnalisation et d'intervention forcée. Les initiatives locales et les ONG peuvent jouer un rôle important en matière de sensibilisation et de pression pour obtenir des réparations, notamment par le biais de litiges stratégiques. Mais c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de fournir des réparations. Que faire alors si l'État ne reconnaît pas ces torts et ne rend pas compte des violations des droits de l'homme? Si le droit international et la jurisprudence peuvent exercer une certaine pression sur les États pour qu'ils mettent en œuvre des programmes de réparation, ceux-ci peuvent s'abstenir de reconnaître la violence et la discrimination structurelle, comme c'est si souvent le cas lorsqu'il s'agit d'institutionnalisation, d'intervention psychiatrique forcée et d'autres mauvais traitements liés au handicap. Des pratiques assimilables à de la torture sont toujours en cours et dans le monde entier, il est urgent d'obtenir réparation.
Des mécanismes internationaux pourraient fournir des conseils et une assistance aux États et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel en faveur d'un mécanisme de réparation international dirigé par les Nations Unies pour l'institutionnalisation et les interventions forcées. Ce mécanisme devrait avoir pour mandat d'examiner les causes profondes de ces violations des droits de l'homme et d'aborder le droit à la vérité, à la justice, au recours et aux réparations. Pour les victimes de la psychiatrie forcée qui ont été maltraitées pendant si longtemps et à si grande échelle sous le couvert d'un traitement médical, le droit à la vérité est particulièrement important. Nous avons besoin de la vérité sur ce qui nous est arrivé, de la vérité sur les conséquences, de la reconnaissance publique et des excuses comme première étape d'un processus de réintégration sociale, de justice et de guérison. En réponse à la situation actuelle et non corrigée de violences flagrantes du droit international des droits humains, y compris la torture systématique, je voudrais également demander la création d'une commission d'enquête des Nations Unies, d'une mission d'établissement de la vérité et des faits en psychiatrie. Cette commission devrait avoir pour mandat de recueillir et de vérifier des informations et de recommander des mesures visant à rendre justice et à accorder réparation aux victimes, à demander des comptes aux auteurs et à lutter contre l'impunité. Les enquêtes devraient inclure des témoignages des victimes de coercition, de violence et d'abus en psychiatrie et constituer un dossier historique des violations des droits de l'homme. Cette documentation pourrait servir à faire évoluer la législation et les pratiques pour mettre fin aux violations. Et sur la base de ces conclusions, une commission pourrait demander aux autorités nationales d'accorder des réparations. Les programmes nationaux de réparation doivent être établis par un cadre juridique et inclure la consultation et la participation des victimes. Qui sera le premier à mettre en place une loi de réparation et de reconnaissance des victimes de l'institutionnalisation et un programme de réparation pour les victimes de violations flagrantes des droits de l'homme en psychiatrie? Puisque l'institutionnalisation et les interventions forcées représentent des modèles de violence à l'encontre des personnes handicapées, la réparation est nécessaire à un niveau collectif ainsi qu'à un niveau individuel. La réparation devrait couvrir toutes les victimes de ces pratiques. Merci. À mon avis, le rôle principal des États pour garantir la réparation est de démanteler les structures oppressives qu'ils ont créées et qui maintiennent et qui perpétuent directement ces formes de violence. Cela est fondamental pour l'obligation de garantir la non-répétition des violences et signifie essentiellement l'abolition des lois discriminatoires telles que les systèmes de tutelle, l'arrêt des interventions psychiatriques forcées et la fermeture des institutions. Cela inclut la reconnaissance de leurs responsabilités dans les violations et le préjudice qu'ils causent. De même, les États ont l'obligation de veiller à ce que les structures étatiques facilitent les réparations. Les tribunaux doivent être accessibles, les auteurs du crime doivent être poursuivis et les survivants doivent avoir accès à une aide juridique. Mais aussi, les survivants doivent avoir accès au logement, à l'emploi, à l'éducation, l'assistance personnelle et aux autres aspects nécessaires à une vie indépendante. À mon avis, le rôle de l'État se limite souvent à fournir aux survivants et aux communautés l'accès aux outils dont nous avons besoin pour remodeler nos interactions. Mais l'État doit offrir des possibilités et des options aux initiatives organiques et indépendantes de la société civile, sans toutefois les réglementer trop. Il est important que les États créent un espace pour les processus citoyens qui donnent aux survivants la liberté de définir leurs propres besoins, différents et variés. Mais les États ne doivent pas diriger ces processus. Cela peut se traduire par la mise à disposition de fonds pour les initiatives citoyennes, les mouvements de personnes handicapées et les services à fournir pour les organisations. Il peut s'agir de faire connaître les services et les mouvements de la société civile existants, de sensibiliser le public au fait que l'institutionnalisation et les interventions psychiatriques forcées constituent des violations des droits de l'homme. Et il est nécessaire d'accorder des réparations, de mettre en place une éducation et une formation pour ceux qui fournissent des services dans la communauté et d'inclure les approches du handicap et des réparations dans les programmes éducatifs des professionnels concernés. En fait, les États doivent assumer la responsabilité de démolir les structures oppressives qu'ils ont eux-mêmes créées, mais aussi reconnaître et laisser aux communautés et aux survivants la possibilité d'agir en apportant leurs propres solutions
et en façonnant leur propre avenir. Merci. Autour de Luhan de répondre. Merci, Anne. Effectivement, ce sont des recommandations excellentes pour les États. Je voulais ajouter une chose concernant le rôle du gouvernement. Il est important de réfléchir à ce que nous attendons réellement du gouvernement sur la question de réparation. Le rôle du gouvernement n'est pas seulement d'administrer et distribuer des services et de l'aide sociale. Il doit fournir une base pour que les gens puissent travailler un avenir collectif. C'est à la fois symbolique et matérialiste. Cela doit commencer par une compréhension du passé, même si le mal passé n'a pas été commis par une administration particulière. Le gouvernement, qui représente son peuple à un moment donné, doit être capable d'articuler cet avenir et de le soutenir par des actions matérielles et immatérielles. Nous pourrons discuter de la stratégie et de l'ordre des choses. Et c'est là le rôle de la société civile pour sensibiliser les États pour qu'ils reconnaissent que l'institutionnalisation est une erreur. Beaucoup d'initiatives de réparation pour la désinstitutionnalisation ne comportent pas cette première étape. Et c'est très important pour la société civile et les groupes d'usagers et survivants de la psychiatrie de reprendre ce rôle clé dans la sensibilisation. C'est exactement ce que nous voyons avec le projet de ligne directrice et notre participation. Je voulais également dire qu'on ne peut que parler entre nous, entre militants des droits des personnes handicapées ou d'une plainte des personnes handicapées auprès du gouvernement. Nous devons penser à d'autres types de collectifs, en particulier ceux qui ne sont pas fondés sur l'identité, mais qui détiennent le pouvoir politique et le pouvoir du discours, comme les médias, les organisations locales. Si les travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux remettent en question leurs propres pratiques d'institutionnalisation, je pense que dans certains endroits, nous assisterons déjà à cette réflexion. Et si les contribuables remettent en question l'utilisation de leurs impôts pour enfermer les gens et leur faire avaler des médicaments de force, nous pourrions voir un paysage différent pour un réel changement. Merci. Merci beaucoup. Merci à Hege, Anne et Luhan pour vos interventions. Les mécanismes internationaux, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder de plus près. Vos points également concernant le besoin de mesures concrètes que l'État puisse prendre sans coopter la société civile et le rôle de ces associations basées sur l'identité des personnes et le rôle des organisations de la société civile ayant du pouvoir, c'est très important. Une question pour Victor maintenant. Est-ce que le concept de la justice restauratrice ou réparatrice serait un moyen de conceptualiser cette question plus largement comme un effort de la société tout entière? Merci, Tina. Oui, je pense que c'est nécessaire de reconnaître ces discriminations structurelles, ce qui veut dire que les personnes institutionnalisées et l'effet d'enfermement sur ces personnes, comme les différentes formes de violence éprouvées dans ces institutions. Je pense qu'il est essentiel, en commençant par analyser ce qui se passe avec les instruments qui permettent aux personnes de déclarer des actes de torture, de dénoncer cela comme le protocole optionnel avec l'accès aux personnes en situation de handicap qui ont été institutionnalisées, qui sont victimes de torture dans les établissements psychiatriques. Mais je pense que nos efforts doivent être importants pour identifier qui est responsable de ces situations, qui commet ces actes de maltraitance. C'est représentatif de ces institutions et de ces établissements psychiatriques.
Lorsqu'on aura la réponse, on comprendra mieux pourquoi il y a ce cycle vicieux des personnes institutionnalisées qui sont piégées. À mon avis, il faut faire des efforts particuliers pour justement parfaire ces mécanismes pour des recours en cas de violation. Ces recours doivent être accessibles à des personnes victimes de violences et de maltraitance, même ceux qui sont au sein même de ces institutions. Il est également important d'avoir un soutien psychosocial avec des aménagements raisonnables pour que ces personnes puissent faire ces recours. Et plus généralement, évidemment, au niveau social, il faudrait identifier et confirmer que ces types de pratiques ne peuvent plus continuer. Beaucoup de ces établissements devraient être fermés parce que c'est tout simplement le témoignage d'une société qui enferme les personnes qui ne peuvent pas fonctionner correctement dans la société en les rendant victimes. Merci. Merci beaucoup, Victor. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce mécanisme pour des recours pour les victimes de torture, notamment ceux dans les établissements psychiatriques ayant subi la torture et ces pratiques médicalisées comme les traitements psychiatriques forcés ou l'électrochoc sans consentement doivent être reconnus comme des formes de torture. Et ce soutien psychosocial est très important aussi avec des aménagements raisonnables. J'ai encore une autre question concernant ce sujet et j'invite Bhargavi de commenter sur cet aspect concernant le rôle de l'État et sa responsabilité par rapport au rôle des associations sur le terrain ou des ONG et la société tout entière. Est-ce que ces obligations aident ou empêchent la volonté de l'État, à l'État de mettre fin à l'institutionnalisation et mettre en œuvre des initiatives pour des réparations? Je voulais parler de ce tissu social que Steve a soulevé et Victor aussi en a parlé. Nous avons des lois très mauvaises. Nous ne pouvons pas avoir une communauté inclusive en tant qu'être humain de cette façon. Il faut une politique inclusive au niveau international. Si nous avons suffisamment de systèmes de soutien dans la communauté, des services de droit commun disponibles, ces violations n'auront plus lieu. D'après notre expérience, l'existence de ces lois ont permis justement cette réalité où le fait de commettre des actes de violence contre une personne en situation de handicap psychosocial est normal et correct. Jamais on s'excuserait. C'est tout simplement normal. Mais nous voulons des lois parce que nous voyons des personnes disparaître tout le temps. Lorsqu'on pose des questions, on apprend qu'ils ont été enlevés pour être mis à l'asile. Les personnes elles-mêmes parlent de l'incarcération, parlent de kidnapping, parlent d'enlèvement. Ils sont horrifiés. Ils sont... c'est une trahison. Ils n'arrivent pas à croire que l'État et la communauté leur fait cela. Et finalement, le public n'exprime pas beaucoup de sentiments ou de regrets pour cela. Mais on sait ce qui est humain. On sait ce qu'il faut faire. C'est extrêmement angoissant. Quelle mentalité humaine, quelles sont les décisions que les gens vont prendre pour elles-mêmes, ou pour eux-mêmes, pour leurs voisins, pour leur famille, pour leurs enfants. S'il y a des lois qui permettent ces violations contre son prochain, ces lois s'intègrent chez les personnes et passivement, ils vont commettre des violences parce que ceci est permis par la loi. Mais ils ont leur propre arbitre, ils ont leur agence, leur agency, ils sont des acteurs. C'est eux qui commettent ces violences, notamment dans le cas de la perte de capacité juridique,
ou lorsqu'on accuse une femme ou une sœur d'être sans discernement, d'avoir perdu la tête parce qu'on a envie de empêcher un mariage ou divorcer ou parce qu'on veut mettre la grand-mère sous tutelle. C'est exactement ce que nous voyons, ce que peuvent en témoigner. Les personnes peuvent même se mettre en bande ensemble pour institutionnaliser les personnes, au lieu du contraire. Nous essayons, grâce à notre travail, d'instaurer une justice communautaire, mais le pouvoir de l'État a le bras long. Et nous avons du mal à mettre cela en question. Quand les personnes rentrent chez eux de l'institution, la famille pense que la personne doit être guérie, doit être bien, et ils ne sont pas au courant de ce traumatisme que représente l'institutionnalisation. Les ONG, les DPO, d'autres acteurs doivent changer leur regard et ne pas protéger ces lois et se battre contre. Merci, Bhargavi. Je pense que vous avez mis le doigt sur justement le côté subversif de l'humanité et notamment l'impact de cette législation qui permet ces violences contre ces personnes. Cela me rappelle l'état d'exception, situation d'exception, et Georgia Gaben, que certains d'entre nous ont lu et appliquent au système psychiatrique. Je pense aussi qu'il est très important ce que vous avez dit par rapport aux membres de la famille et le fait que ces lois permettent l'abus, la maltraitance de ces personnes et que même la société se réunit pour mettre en œuvre cette institutionnalisation et mettre ces personnes à l'écart au lieu du contraire. Très bon point. Maintenant, j'arrive à ma troisième question et je vais redemander à Bhargavi, suivi par Anne et Stephen, pour la question suivante. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des initiatives de réparation que vous estimez sont des bons exemples? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je me souviens de Gabor Gombos qui est mort dimanche dernier. Vous vous souvenez de lui? Il parlait du fait qu'il ne faut jamais oublier et tout ce qui s'est passé en Allemagne était légal et que exactement pareil avec les combattants en Hongrie pour la liberté. Il y a eu la judiciarisation de la Shoah après. Et lorsqu'on regarde en Inde, beaucoup de personnes, beaucoup d'auteurs ont parlé d'une espèce de holocauste par rapport à nos institutions. Il faudrait quelque chose d'important à ce point, comme le Shoah, pour que les gens comprennent, qu'ils admettent un processus juridique, pour comprendre qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent dans les institutions à travers le monde, peut-être plus maintenant certainement que les victimes de la Shoah. On n'a même pas posé la question de la réparation, de la réconciliation, et je pense que cela devrait être sur la conscience de l'humanité tout entière. Je vous rappelle qu'il y a eu des réparations pour les terrains et les personnes indigènes dans certains pays. C'est logique, c'est normal. Il faut se rappeler qu'on était des colons et qu'on a pris leurs terres. J'ai souvent été à des conférences, des réunions où il y avait même des prières. Justement, des personnes se sont mises à genoux pour des gens comme nous qui sont morts à l'intérieur des institutions et cette mentalité institutionnelle qui nous tue. Je vous remercie pour cette occasion de partager mon point de vue avec vous, Tina. Bien,
Pour moi, je pense que nous pouvons nous inspirer d'une initiative comme le mouvement irlandais en faveur des réparations et de la justice pour les victimes et les survivants des blanchisseries de la Madeleine. Des religieuses catholiques détenaient des jeunes femmes, souvent pendant des années, les forçant à travailler sans rémunération dans des blanchisseries. Ces femmes étaient privées d'éducation, de contact avec le monde extérieur et soumises à des châtiments humiliants et dégradants. Leurs habitudes quotidiennes étaient strictement réglementées. Par exemple, certaines racontaient qu'il leur était interdit de parler pendant qu'elles travaillaient et qu'elles n'étaient autorisées qu'à chanter des hymnes religieux. Si elles étaient enceintes, leurs enfants leur étaient retirés et adoptés. Beaucoup sont mortes. Dans une seule institution de Dublin, 155 corps ont été déterrés d'une fosse commune. Les parallèles avec l'institutionnalisation des personnes handicapées, notamment dans des établissements sociaux, sont évidents. Un mouvement connu sous le nom de Justice pour les Magdeleines a demandé explicitement des réparations pour les victimes et les survivants. Une enquête gouvernementale a abouti à un rapport de 1000 pages et à un fonds de compensation de 58 millions d'euros. Cependant, il n'y a pas eu d'excuses, pas de réparation, et la campagne a donc continué. En 2018, le régime d'indemnisation a été étendu aux femmes qui en avaient été initialement exclues. Dans le cadre du processus d'indemnisation, les femmes ont eu le temps de raconter leurs expériences si elles le souhaitaient. Les résultats de cette campagne étaient loin d'être parfaits, mais bon nombre de résultats pour lesquels le mouvement s'est battu peuvent être utilement pris en compte par les survivants d'institutionnalisation et d'intervention forcée liées au handicap. Par exemple, il a été reconnu que l'Église devait financer le fonds de compensation. Le mouvement a travaillé avec le gouvernement sur ce qui a été appelé un voyage de guérison, comprenant une cérémonie de réconciliation et des excuses publiques du président et du pape. Lorsqu'une entreprise a tenté de transformer l'un des bâtiments en hôtel et d'y placer un mémorial à l'intérieur de l'hôtel, le gouvernement a rejeté la demande de permis de construire en raison des protestations du mouvement. Le mouvement a également demandé la création d'une unité dédiée au sein du ministère de la Justice pour aider les femmes à accéder à toutes sortes de services tels que le logement, les soins de santé et le soutien psychologique. Des demandes d'accès à l'information ont été soumises afin de mettre en lumière la documentation relative aux abus. Les survivantes ont déclaré que l'une des choses les plus importantes pour elles était qu'elles étaient désormais crues, qu'on ne leur disait plus que les nonnes ne feraient pas ces choses-là ou que vous l'avez mérité. Le mouvement Justice pour les Magdeleines a contribué à mettre fin à la stigmatisation et s'inscrivait dans le cadre d'initiatives plus larges galvanisant la société contre l'implication de l'Église dans la gestion de la nouvelle hôpital de la maternité nationale, par exemple, ou la gestion du système scolaire public, qui est encore majoritairement géré par l'Église. Les mouvements ont également alimenté des initiatives visant à modifier les lois sur l'accès à l'information afin de faciliter la réunification volontaire des survivants avec les enfants qui leur ont été retirés et adoptés. Ce qui m'inspire dans ce mouvement, c'est l'utilisation explicite de l'approche des réparations pour soutenir les demandes de mesures spécifiques que les survivants ont eux-mêmes identifiées comme importantes pour leur inclusion, la restauration de leur dignité et de leur humanité, et pour répondre aux besoins pratiques découlant de leurs expériences. À toi, Stephen. Merci beaucoup. Merci. Lorsque je pense à des mesures de réparation qui m'inspirent, qui sont conçues pour rétablir la dignité des personnes victimes de violations des droits humains, c'est grâce à des engagements forts pour les changements. La mémoire est importante, justement. Et je pense aux différentes institutions que j'ai vues, que j'ai visitées, comme le Barnet Asylum dans le nord de Londres, avec des centaines de personnes incarcérées dans des conditions inimaginables depuis plusieurs décennies, des personnes que j'ai vues en Moldavie, dans les institutions psychiatriques que nous avons visitées avec les atrocités choquantes contre des femmes en situation de handicap, ou alors les institutions à Bucarest en Roumanie, où j'ai personnellement rendu visite à des personnes et nos militants là-bas qui n'ont même pas pu faire une liste complète de toutes les violations en Hongrie, Pastra, Bulgarie,
où Lucy Style a été détenue dans des conditions choquantes. Alors, je pense que ce qui m'inspire au niveau de cette approche basée sur les réparations, c'est que nous allons avoir un nouvel ensemble d'outils qui peuvent nous aider à ne pas oublier les victimes avant nous, et nous pouvons mémorialiser et comprendre la véritable douleur et atrocités que ces institutions ont causées pour ces personnes et pour nos sociétés depuis des décennies, et que nous nous engageons en tant que société d'avancer avec nos efforts. Au niveau du droit international, les réparations sont souvent vues comme un moyen, comme on a vu en Afrique du Sud avec la Commission pour le droit et la réconciliation, comme tout un processus justement pour se souvenir des atrocités commises par l'institutionnalisation. Il y a cependant des défis au niveau politique. Il y a des critiques et elles sont estimées insuffisantes encore par les victimes, mais nous allons petit à petit plutôt vers une situation où ces institutions seront uniquement dans la mémoire de ces violations commises par le passé. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous sommes sur le chemin de beaucoup d'autres mouvements, et cette approche basée sur les réparations nous donne cette occasion de mettre fin à ces violations largement connues vers un chemin vers la liberté et qui peut nous rendre plus forts et renforcer tout le monde. Merci, Tina. Merci, Bhargavi, Anne et Stephen, pour vos interventions. Je pense que vous avez tous parlé de cette idée de mémorial, de souvenir des personnes qui n'ont pas survécu à l'institutionnalisation et ceux qui restent là, qui luttent comme Gabor Gombos, dont Bhargavi a reconnu aujourd'hui ici même, et que je sais était un grand ami de beaucoup d'entre vous présents aujourd'hui. Je voudrais maintenant soulever cette question de croire dans les survivants et ce qu'il faut pour les survivants eux-mêmes en tant que réparation, et justement les insuffisances des initiatives de réparation déjà mises en place et les raisons pour lesquelles la lutte en continu est toujours aussi importante. Donc, Victor et Luhan vont aborder cette dernière question pour savoir s'il y a des initiatives de réparation en cours dans vos pays qui pourraient être un appel à des réparations pour l'institutionnalisation ou les interventions psychiatriques forcées. Merci, Tina. Je dirais qu'aujourd'hui, au Mexique, on vit un moment crucial. Pourquoi? Parce que très récemment, il y a eu une réforme de notre code de santé général et notamment certains aspects concernant les soins de santé mentale. Nous devons à un moment donné vraiment débattre de ces questions. Il le faut. Nous devons fournir des réparations pour ceux qui ont été institutionnalisés. C'est une partie du processus pour l'accès à la justice des personnes institutionnalisées pour qu'ils puissent aussi vivre dans la communauté, dans la cité. Alors, l'approbation, le vote pour cette réforme nous a forcés à comprendre tous les efforts à faire dans les années à venir pour réaliser les droits des personnes institutionnalisées, reconnaître qu'ils sont victimes de discrimination, violence et torture est déjà extrêmement important
pour soutenir les usagers, ex-usagers et survivants et personnes en situation de handicap, et notamment dans le cadre de tout le programme des droits humains à travers le monde. Souvent, l'injustice sociale, le chômage, le manque de logement sont des choses qui arrivent à des personnes en situation de handicap tous les jours. C'est pour cela qu'il faut une justice collective également. Travailler ensemble pour une transformation profonde de la société dans le respect de la dignité de tous et de reconnaître la diversité humaine, y compris la dignité des personnes fous ou dingo, entre guillemets. Je voudrais conclure en parlant d'une amie, un collègue, une personne qui a vécu des années durant dans une institution psychiatrique qui s'appelle Anonito Ananto. Il a vécu un quart de siècle dans des institutions et il a écrit des textes et il a écrit au directeur de l'hôpital psychiatrique. Il s'est demandé pourquoi il est incarcéré. Il a dit, vous ne comprenez pas, l'asile, c'est une prison. C'est la manœuvre pas chère pour vous. Vous avez vu le taux de mortalité et vous tolérez tout cela dans ces asiles au nom de la science, de la justice. C'est vraiment le problème. C'est une prison. Et nous espérons que demain matin, quand les docteurs vont revenir nous voir, vous allez vous rappeler de ce que nous disons lorsque vous essayez de communiquer avec les médecins de votre équipe. Vous aurez les mots qu'il faut et vous comprendrez. Merci, Victor. Concernant cette question sur des pratiques de réparation dans nos pays, cela m'a fait penser à beaucoup de choses au-delà du handicap. Je pense qu'aux États-Unis, un des problèmes les plus graves au niveau social et politique en Chine, justement, c'est qu'on n'arrive pas à regarder le passé et nos erreurs en raison de la révolution culturelle en 99, aujourd'hui, Hong Kong, Tibet, Taïwan, on n'a pas d'espace pour regarder ces événements du passé et en tant que société y réfléchir. C'est un vrai problème. Pour revenir aux États-Unis un instant, et d'ailleurs, en parlant des différentes pratiques de réparation, on pense tout à la justice raciale, indemnisation pour l'esclavage, les femmes en situation de handicap, les peuples indigènes et leurs droits financiers, la justice climatique au niveau mondial. Et ce sont des occasions d'apprendre mieux sur la question et le processus de réparation et justement laquelle est la plus proche de la question des réparations pour les personnes institutionnalisées. Ça peut être un laboratoire de réflexion pour nous, pour échanger les leçons tirées, les compétences acquises grâce à ce processus de réparation dans d'autres domaines. Et pour revenir à cette question de justice raciale aux États-Unis et l'esclavage, question qu'on se pose depuis des centaines d'années concernant la réparation pour l'esclavage. Et en fait, le public n'est devenu conscient que depuis quelques décennies aujourd'hui. Une chose, ou d'ailleurs plusieurs choses que je souhaitais partager avec vous, que j'ai appris de ce mouvement de justice raciale et de réparation pour l'esclavage, c'est que l'universitaire américain Olufemi Taiwo propose dans son livre Reconsidérer les réparations, que les réparations sont un projet de construction du monde et qu'il est utile de comprendre comment le système mondial actuel est construit. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. L'élément argent retient l'attention des gens. Mais ce n'est pas que cette question. Il faut regarder comment le monde aujourd'hui est construit avec les répercussions de l'esclavage, du colonialisme, comment nous voyons les pratiques
sur lesquels nous nous basons et ce que nous allons en faire. Et en fait, ce que j'ai appris de Toni Morrison était vraiment que le racisme est quelque chose pour répondre aux questions des autres. Et nous, dans le mouvement des personnes handicapées, comment aborder ces questions pour nous? Je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre grâce au mouvement de la justice raciale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant regarder vos questions. Et j'aimerais que tous les intervenants remettent leur caméra pour que vous puissiez répondre aux questions. Concernant ces dernières interventions, comme disait Luhan, le besoin de nous inspirer d'autres mouvements, d'en tirer des leçons, de regarder nos relations avec eux et leurs relations avec nous, quelles sont leurs questions nous concernant et vice-versa. Le point soulevé par Victor concernant la reconnaissance de la dignité de la folie et la réparation nécessaire de l'institutionnalisation en asile psychiatrique. Tous ces points sont extrêmement importants. Alors, regardons les questions de notre public. Je vois une question en espagnol. Et peut-être que notre interprète espagnol pourrait traduire cela pour nous. Alors, Christian Mendoza Vasquez pose la question, au-delà des éléments punitifs, une forme de réparation des violations serait, par exemple, de traiter les personnes en situation de handicap, situation psychosociale différemment, en commençant par la désinstitutionnalisation. D'accord. Je me demande si certains panélistes aimeraient répondre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, en fait, traiter les personnes en situation de handicap psychosocial différemment? Pourquoi pas de la même façon que tout le monde? Et Stephen souhaite répondre, je crois. Merci beaucoup, Tina. Et avec votre permission, je vois une autre question concernant les projets de ligne directive. J'aimerais répondre aussi. Allez-y, bien sûr. Donc, je pense qu'un composant important de ces projets de ligne directrice sur la désinstitutionnalisation, et c'est cette approche basée sur les réparations. Ce n'est pas exceptionnel, c'est une reconnaissance de la nature de ces dommages causés par la psychiatrie et les soins du secteur social et les établissements sociaux et le fait que les personnes n'ont pas accès à une vie indépendante et autonome. Je pense que tous les membres de la Coalition mondiale pour la désinstitutionnalisation veulent soutenir toutes vos interventions pour rendre ces lignes directrices efficaces pour répondre à la diversité des besoins de nos communautés, mais aussi très pratiques à mettre en œuvre. Donc, je ne pense pas que la désinstitutionnalisation représente un traitement de faveur ou un traitement spécial. Je pense que c'est obligatoire en application de l'article 19 de la Convention et obligatoire aussi en vertu du droit international des droits humains. Merci, Stephen. Je vois qu'il y a d'autres questions pour Victor, notamment. Et une de ces questions, je vais lire, qui vient de Eric. Merci, Victor. Pouvez-vous nous parler plus amplement de la dignité des fous des dingos? Est-ce que Adolfo pourrait
lire la question posée par Lucila Lopez à Victor et puis vous pouvez répondre à ces deux questions, Victor. Merci. Très bien, je vais lire la question de Lucila et le traduire en anglais. Sa question, c'est Victor, quand vous pensez que les institutions sont l'expression de la société en Amérique latine, la vie n'est pas matérialisée au sein des institutions en réalité, et ce n'est pas le consensus de la majorité, non? Victor, votre réponse? Bien. Quand on essaie de répondre à cette question, et je peux, en tant que personne en situation de handicap psychosocial, répondre moi-même, et parfois j'interagis avec mon environnement de façon pas normale. Je pense que c'est une question d'accepter les différentes expériences humaines. Et c'est la santé mentale qui a mis ces catégories de pathologies qui ne rend plus valables les expériences humaines ou l'expérience de situations complexes que nous pouvons avoir. Tout cela est en fait l'expression des êtres humains et cela ne devrait pas être vu comme un problème. Tant que nous ne reconnaissons pas ces expériences différentes en tant que telles, de personnes comme moi, comme tout à fait valables, nous allons normaliser ces traitements et ces dégradations. De notre côté, vous posez la question à savoir quels sont les points les plus importants de la réforme dont j'ai parlé au Mexique. Je dirais que l'aspect principal est la transformation des services de santé mentale afin que ces services soient basés dans la communauté, dans la cité et respectent la capacité juridique des usagers. Cependant, aujourd'hui, au Mexique, nous sommes très préoccupés par le fait qu'il y a eu une campagne contre cette réforme. Et tous les militants qui se battent pour la transformation des services travaillent justement pour lutter contre ces attaques qui viennent non seulement du système psychiatrie en général, mais aussi d'autres associations qui ne connaissent rien de l'approche basée sur les droits humains en santé mentale et qui croient qu'il est bien d'institutionnaliser les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est normal qu'ils deviennent victimes de violences et de maltraitance. J'ai entendu la même chose de collègues de l'étranger. Nous devons être au courant de cela afin de collaborer ensemble sur une stratégie pour que cette stratégie voit le jour non seulement au Mexique, mais ailleurs. Merci, Victor. Tout à fait. Je pense qu'il est effectivement très important pour nous de regarder la réforme de la législation mexicaine sur la santé. Vous l'avez dit à plusieurs forums, cette besoin de solidarité, de mieux comprendre la désinstitutionnalisation, le fait que l'institutionnalisation constitue une violation importante des droits humains. Je vois qu'il y a d'autres questions. D'autres questions dans le Q&A que je voudrais maintenant aborder maintenant. Peut-être les intervenants n'ayant pas répondu pourraient contribuer. Edith Constantia-Morales pose la question, merci. Comment militer au niveau mondial pour que nos pays s'engagent à mettre fin à l'institutionnalisation des personnes en situation de handicap? Je vais demander à Aldolfo, peut-être notre interprète, de traduire toute la question et Bargavi pourra peut-être répondre. Merci beaucoup, Tina. Ma première réponse doit rester limitée parce qu'il y a tant de choses que nous devons faire tous ensemble. Mais pour
démarré au début déjà. Là, il y a les lignes directrices, ce projet, nous pouvons contribuer. Dans les pays, il faut ensuite mettre en place une réponse à ces lignes directrices du comité. S'il y a d'autres acteurs qui sont contre ces lignes directrices ou contre ce que nous voulons ou souhaitons par rapport à la désinstitutionnalisation, alors il est important de les contacter, travailler avec différents groupes en collaboration avec notamment des associations de femmes et mettre en œuvre entièrement ces lignes directrices sur la désinstitutionnalisation parce que je serais ravie. Une fois adoptées, ces lignes directrices, j'espère que notre coalition va continuer avec ses efforts pour pousser la politique nationale dans le sens de ces lignes directrices. Donc, on voit bien que c'est un effort à long terme, qu'il faut travailler de façon transversale avec toutes les associations de personnes handicapées. C'est très important. Chez TCI, nous avons bien compris que si nous restons uniquement dans notre coin avec des associations de personnes en situation de handicap psychique ou psychosocial, il est plus difficile de faire en sorte que les changements aient lieu et la mentalité institutionnelle est très difficile à changer. Donc, nous devons aller bien au-delà de notre milieu santé mentale, aller voir les associations concernant l'emploi, l'hébergement, le logement et toutes ces autres pratiques pour rendre la désinstitutionnalisation possible. Merci. Merci, Bhargavi. Je vois maintenant qu'il y a d'autres questions. Et nous arrivons à la fin de notre événement parallèle. Alors, s'il y a des intervenants, des panélistes qui voient dans le chat une question dans le chat et cela vous intéresse d'y répondre, je vous invite à répondre. Autrement, je voudrais vous annoncer que nous souhaiterions répondre à toutes vos questions, même ultérieurement après ce webinaire, et nous pouvons essayer de vous fournir une réponse. Vous pouvez nous contacter donc avec vos questions. Oui, Anne, j'ai vu une question intéressante dans le chat d'Eric. Si cette demande de réparation est tellement énorme que les autres demandes ne seront pas entendues non plus. Je pense que justement l'intérêt de l'approche basée sur la réparation, c'est le côté contraignant, juridique, l'obligation juridiquement contraignante des États, justement, d'être responsables pour ces violations, malgré leur réticence. Et encore plus important, nous avons une obligation d'appeler un chat un chat. Qu'est-ce que c'est l'institutionnalisation? Qu'est-ce que c'est l'enfermement et la coercition? Il s'agit de violation des droits humains et les victimes méritent réparation. Nous ne devons pas taire nos voix simplement parce que nous pensons que les personnes resteront sourdes. Valérie fait notamment recours au Cour européen des droits de l'homme à Strasbourg au nom d'une femme qui a été prise dans une institution et mise dans une famille d'accueil, une autre forme d'institutionnalisation et qui a été élevée, enfermée à part et mis vraiment au travail, au bénéfice de cette famille. Elle a été forcée à travailler sur la ferme de cette famille alors qu'elle était handicap afin de recevoir des, entre guillemets, soins par cette famille, ce qui était totalement inacceptable. Il faudrait des réparations, c'est absolument inacceptable et un type de violation que nous devons enrayer. Merci, Anne. Je vois une question de Béatrice Pérez qui demande s'il serait une bonne idée pour les différentes agences de l'ONU, historiquement responsables des définitions des droits humains,
et cette idée d'exception universelle aux droits humains en attribuant la maladie mentale ou un handicap intellectuel à des exceptions. Est-ce que les agences de l'ONU pourraient déjà s'excuser pour cet état de choses? C'est une suggestion intéressante. Nous devrions l'étudier de plus près. Je pense que c'est tout à fait en ligne avec ce que Hege a dit par rapport à l'importance d'avoir un mécanisme international de réparation. En fait, il faudrait s'arrêter à l'heure pour que vous puissiez continuer avec votre journée et vos rendez-vous. Certainement, nous pouvons continuer à échanger par mail. Je donne la parole à Stephen Allen pour annoncer un hommage à Gabor Gombos. Merci beaucoup, Tina. Je vais mettre dans le chat l'annonce de cet hommage en collaboration avec Transforming Communities for Inclusion et la Fondation Validity. Nous allons faire un hommage ouvert en ligne à 8 heures du matin à New York, donc 14 heures à Paris. Et vous êtes les bienvenus pour y assister, pour contribuer vos souvenirs de Gabor Gombos et ses contributions. Nous serions reconnaissants si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, jeudi, 14 heures par Zoom, vous pouvez vous inscrire. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous nos intervenants, nos interprètes, notre équipe technique, la Fondation Validity et Transforming Communities for Inclusion et tous pour leur collaboration, les personnes qui ont aidé avec le chat et l'enregistrement de ces sessions dans toutes les langues. Vous allez pouvoir accéder à l'enregistrement de cette séance grâce à la chaîne YouTube de CRUSP et vous allez avoir le lien dans le chat. Donc, ce métrage sera disponible avec la traduction dans toutes les langues. Je vous invite à informer les victimes de l'institutionnalisation, des survivants de l'institutionnalisation, les personnes en institution actuellement, de répondre au questionnaire conçu pour les victimes de l'institutionnalisation. Le lien vers ce questionnaire est disponible dans le chat et toute personne qui souhaite commenter les lignes directrices du Comité des droits de l'ONU peut le faire avant le 30 juin. Le comité attend votre contribution. Merci, c'est la fin de notre séance. Au revoir.